mettre par terre si jamais. On aura fait de la place. Merci à toutes et tous d'être venus, c'est très chouette. Un dimanche dur. On a le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois en 2 ans dans la Circo Bernard Friot, après une rencontre à Bichulaire qui a laissé beaucoup de souvenirs, un peu à beaucoup. On va remettre un peu le communisme à jour 1 an et demi après, avec un nouveau bouquin. Donc, que s'est-il passé de beau depuis 1 an et demi comment trouver de la force dans le communisme déjà là, dans une époque où je passe beaucoup de temps en librairie, on passe beaucoup de temps en librairie à essayer de motiver les gens, de leur donner un peu d'axe de joie et de ne pas les faire désespérer. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire cet après-midi. Oui, j'espère. Bernard Vasseur était le secrétaire de Georges Marchais. Donc il a écrit les bouquins de Georges Marchais, c'était un de ses métiers, ses discours, ses bouquins. Pour ceux qui se rappellent, qui était secrétaire général du Parti communiste dans les années 70-80. Et notre bouquin s'adresse un peu à la culture de gauche qui est très marquée par l'idée que on sort du capitalisme en prenant le pouvoir d'État par une victoire électorale, donc par exemple à la présidentielle, si bien que ces partis de gauche sont quand même très orientés vers l'enjeu électoral. Et puis qu'ensuite, un bon État va faire une bonne politique fiscale, une bonne politique industrielle, etc. Et puis que ce socialisme d'État débouchera éventuellement sur le communisme, mais le communisme n'est jamais à l'ordre du jour, quoi. Le communisme, c'est pour après-demain, au mieux. Et les deux traditions, ça c'est ce que Lucien Sève nous apprend, c'est que les deux traditions social-démocrates et staliniennes, les traditions du mouvement ouvrier, sont cousines de ce point de vue-là. C'est-à-dire que lorsqu'ils écrivent Marx et Engels, alors ça c'est plutôt la partie Vasseur que la mienne, parce que bon, il est prof de philo, il a beaucoup travaillé Marx, ce qui n'est pas mon cas, enfin, ni prof de philo, ni lecteur, lecteur de Marx un peu quand même, mais je veux dire pas autant que mon comparse. Marx et Engels s'opposent à Lassalle, qui est le penseur du mouvement ouvrier allemand, qui est le principal mouvement ouvrier dans la seconde partie en Europe, dans la seconde partie du 19e siècle, qui donnera ensuite le SPD, enfin le DGB et le SPD. Et Lassalle considère le capitalisme comme une structure de domination dans laquelle il peut y avoir de temps en temps des rapports de force favorables aux travailleurs, mais de façon ponctuelle, pas durable, et que donc on ne peut sortir du capitalisme que par une prise du pouvoir d'État, par un grand soir en quelque sorte, qui instaurera un socialisme d'État. Et Marx et Engels combattent cette vision dans la critique du programme de Gotha, par exemple, parce que Marx développe une analyse contradictoire du capitalisme dans laquelle le mot central du capitalisme, c'est pas domination, c'est pas reproduction, comme souvent aussi dans la science sociale critique. Hein. Si vous prenez Bourdieu, si vous prenez un certain nombre de grands penseurs en sciences sociales critiques, en général, le capitalisme est lu comme une structure de domination. Le bouquin central de Bourdieu, c'est la reproduction, quoi. Les choses ne changent que pour se reproduire. Et au
contraire, chez Marx, le mot central, c'est pas du tout reproduction du domination, c'est contradiction, c'est donc lutte de classe, c'est donc existence de deux classes pour soi, pas simplement d'une bourgeoisie qui serait une classe pour soi consciente de ses intérêts, comme, je sais pas, comme chez les Passons-Chalot par exemple, hein, vous avez une bourgeoisie qui est consciente de ses intérêts, mais en face, il y a des victimes. Et des victimes ou en tout cas une classe en soi, mais qui n'est pas pour soi, qui n'est pas consciente de ses intérêts. Chez Marx, pas du tout, au contraire, il y a vraiment une lecture du capitalisme comme un mode de production contradictoire dans lequel se construit le communisme. Le communisme, c'est le mouvement qui se construit dans le capitalisme, pas du tout un truc qui viendrait après, je ne sais quoi. Et le problème, c'est que Staline, finalement, est sur les positions de Lassalle, en réalité. C'est-à-dire qu'il pense, lui aussi, qu'il faut d'abord prendre le pouvoir d'État et ensuite instituer un socialisme d'État. D'ailleurs, l'URSS, l'Union des républiques socialistes, le communisme, c'est pour plus tard, un jour, peut-être. Alors la différence étant que lorsque les sociodémocrates conquièrent le pouvoir par une victoire électorale, comme le préalable que Marx pose comme le préalable, c'est pour moi important de ce bouquin où on reprend comment Marx dit que le lieu du politique, c'est pas du tout la sphère politique. Le lieu du politique, c'est l'entreprise. C'est parce que c'est là que les rapports de pouvoir se mêlent. Que le lieu du politique, c'est le travail. Il pose le travail comme le lieu du politique, le lieu des rapports sociaux décisifs, ce qui n'invalide pas ce qui se passe au Parlement et autres, mais le lieu central de mobilisation de la classe révolutionnaire, c'est le lieu de travail, c'est pas la victoire électorale. Et donc lorsque les sociodémocrates qui ont mis tous leurs efforts sur la victoire électorale, sur l'organisation du parti en tant que machine électorale, conquièrent le pouvoir d'État, rien n'est changé dans l'entreprise et la bourgeoisie reste responsable de la production, et donc finalement elle tient en otage la société, puisque c'est elle qui assume le cœur de notre vie sociale, c'est-à-dire la production, le travail. Et donc du coup, au bout de 3, 4, 5, 6 ans, ce gouvernement social-démocrate baisse la culotte, quoi, parce qu'il ne maîtrise pas le cœur des rapports sociaux, c'est-à-dire la production. Et chez Staline, nous avons la même analyse, sauf que pour ne pas baisser la culotte, il introduit une dictature, et une dictature sur le peuple, puisque le peuple n'a pas commencé à affirmer sa puissance sur les lieux décisifs qui sont le travail. Donc il y a un cousinage complet de la social-démocratie et du stalinisme, qui sont les deux, disons, les deux courants originaires de nos organisations syndicales et politiques de gauche en France, si bien qu'il y a un accord vraiment largement partagé sur le fait que le premier enjeu, c'est de prendre le pouvoir d'État au sens de victoire électorale, et après une victoire électorale, ma foi, d'instaurer une politique publique favorable aux travailleurs. On ne peut pas dire, encore une fois, que ces positions-là aient vraiment réussi au cours du XXe siècle, ni l'une ni l'autre. Et donc, ce que nous proposons, c'est simplement de revenir à la position de Marx sur le communisme comme mouvement interne au capitalisme, et de lire
comme Marx nous y invite, hein, là, Bernard Vasseur, enfin, ça c'est écrit à quatre mains, hein, il n'y a pas de passage Friot, de passage Vasseur, mais certains ont été écrits par moi, d'autres par Bernard Vasseur au départ, bien sûr. Bernard Vasseur montre comment Marx insiste sur les déjà-là communistes dans le capitalisme. Hein. Le déjà-là communiste, c'est pas un truc de mon invention, c'est quelque chose qu'on trouve chez Marx, mais qui a été abandonné, encore une fois, parce qu'au bout du compte, c'est l'approche social-démocrate d'un capitalisme générant des victimes, et des victimes avec lesquelles il faut être solidaire, en attendant le changement lié au grand soir électoral qu'il a emporté quoi, dans le mouvement ouvrier. Sauf que ce mouvement ouvrier a conquis des choses de fait, il ne les a pas lues comme il est déjà là. Hein. Lucien Sèvres, qui a beaucoup, encore une fois, aidé à sortir la réflexion sur le communisme de cet étapisme, hein, 1 prise du pouvoir d'État, 2 socialisme, 3 communisme, qui a montré que le socialisme n'est pas du tout l'antichambre du communisme, c'est son contraire, c'est son opposé, hein, c'est pas du tout... parce que le communiste se fait par en bas alors que le socialiste se fait par en haut. Il raconte, par exemple, dans le 4e tome de sa tétralogie qui s'appelle « Penser avec Marx aujourd'hui », qui porte sur le communisme, il raconte comment, en 47-48, lors d'une, je ne sais plus comment ça s'appelait, internationale des partis communistes, je ne sais pas comment, présidée par Zhdanov, la délégation française essaye de montrer la grande nouveauté des conquis de 46. Et Zhdanov leur ferme la bouche en disant « Mes camarades, il ne peut pas y avoir de communisme dans le capitalisme, enfin, etc. etc. » Et la délégation française remballe ses gaules et on va appeler les conquis de 46 de la démocratie avancée. Quoi. On ne va jamais mettre l'étiquette communiste à quelque institution que ce soit dans le capitalisme parce que c'est la salle qui a gagné du point de vue idéologique, on va dire, dans le mouvement ouvrier. Il a gagné du point de vue idéologique, mais il n'empêche que dans les faits, le mouvement ouvrier, à de fait, était, ou est toujours une classe ouvrier, le mouvement populaire, on va dire, a toujours été en capacité d'instituer des alternatives. Donc c'est ces alternatives-là qu'on présente. Hein. Le premier chapitre, c'est l'inversion capitaliste de la production. Le deuxième chapitre, c'est les déjà là communistes de l'inversion de l'inversion. Et puis le troisième chapitre, c'est comment actualiser ces déjà-là en insistant sur le salaire parce que c'est mon domaine de recherche. Quoi. Et donc pour actualiser ces déjà-là, il faut d'abord interroger la culture militante dont l'étapisme, disons, fait que, par exemple, dans les programmes de la gauche de gauche, hein, dans les programmes, si on prend le Nouveau Front Populaire ou la NUPES, il va y avoir une proposition d'assurer la continuité du salaire par la continuité du contrat de travail. C'est-à-dire que quelqu'un prenait le Parti communiste avec la sécurité emploi-formation. Donc quelqu'un qui n'a pas de contrat de travail, il aura un contrat de formation avec un organisme de formation et il maintiendra son salaire. La continuité du salaire repose sur la continuité des contrats. Et les filles a fait une proposition aux cousines disant bah, tiens, d'État employeur en dernier ressort, quelqu'un qui n'a pas un contrat avec un employeur privé, une collectivité publique, lui proposera un contrat de travail. Il y aura une continuité du salaire par la continuité du contrat. C'est-à-dire que ce qui est présupposé ou admis, c'est que le support du salaire, c'est le contrat de travail. Que quelqu'un qui n'a pas de contrat de travail, ben, ma foi, il n'a pas droit au salaire. Le salaire, c'est un attribut du contrat de travail.
Ce qui est le cas de la convention collective. La convention collective, qui est déjà un très grand conquis, qualifie des postes. Dans une branche, des postes vont être qualifiés à un niveau de qualification qui décide du salaire. Et la personne en CDI, dont le salaire respecte la convention collective, a droit au salaire au titre de son contrat. C'est son contrat de travail qui décide de son salaire. Le salaire est un attribut du poste de travail. Un salarié du privé, c'est jamais sa personne qui est payée, c'est son poste. C'est pour ça qu'il y a du chômage. Quelqu'un qui n'a pas de poste, il est sans salaire. Ce qui est déjà un progrès par rapport au salaire capitaliste. Le salaire, c'est un progrès qu'on a bien vu pendant le confinement. Tous ceux qui avaient un CDI et un salaire respectant la convention collective ont, quoi qu'ils aient fait, y compris rien, conservé 84% de leur salaire. Parce que le contrat de travail garantit un salaire qui n'est pas la mesure de ce que je fais. C'est un salaire qui est la mesure de la qualification de mon poste. Pendant le confinement, ceux qui étaient travailleurs indépendants et qui n'ont pas eu d'activité, ils étaient à poil. Ceux qui avaient un CDD de mission, de l'intérim, etc., ont été à poil aussi. Là, on est dans le salaire capitaliste qui est du paiement à l'acte. On est payé à la mesure de l'acte que l'on pose comme travailleur indépendant. On va appeler ça salaire, on va appeler ça bénéfice, mais c'est pareil, c'est l'assiette du droit à ressources, c'est l'acte de travail. Ça, c'est la logique capitaliste du salaire, qui est déjà dépassée dans la convention collective, où l'assiette du droit à ressources, c'est la qualification du poste de travail, et puis qu'il est complètement, alors dans la fonction publique, les fonctionnaires ont conservé, eux, 100% de leur salaire pendant le confinement. Alors certaines ont beaucoup plus travaillé, les fonctionnaires hospitalières, mais d'autres ont été dans la situation de pas mal de gens avec un travail beaucoup plus faible. Ils ont conservé 100% de leur salaire parce que le statut de la fonction publique qualifie non pas les postes de travail, ça c'est la convention collective, elle qualifie les postes de travail, mais elle qualifie les personnes. Un fonctionnaire a un grade. Alors c'est un grade parce que c'est né dans la marine au XIXe siècle, l'origine est militaire et le terme est resté militaire, mais il a une qualification personnelle qui fait qu'il est titulaire de son salaire. C'est un attribut de la personne du fonctionnaire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage chez les fonctionnaires, parce que leur salaire est un attribut de leur personne. Et aussi, c'est pour ça que la pension des fonctionnaires, c'est la poursuite de leur dernier salaire. La pension d'un fonctionnaire est calculée en fonction de son dernier salaire, le salaire des 6 derniers mois, parce que, encore une fois, un fonctionnaire est payé jusqu'à sa mort. Et d'ailleurs, dans la fonction publique d'État, il n'y a pas de caisse des retraites, c'est le Trésor public qui continue à payer les fonctionnaires jusqu'à leur mort, parce qu'ils sont titulaires d'une qualification personnelle. Donc, quand on voit que ce statut des fonctionnaires a été, en 1946 d'abord, inscrit dans la loi, et on raconte assez longuement dans le bouquin cette histoire du statut des fonctionnaires, parce que c'est une histoire qui dure depuis le début du XIXe siècle, dès le serment à l'empereur, enfin la fonction publique moderne, disons qu'elle naît sous le consulat et l'empire, et dès le serment à l'empereur, les fonctionnaires refusent d'être au service du monarque. Ils se posent, alors que le droit de grève est interdit, enfin il n'est pas encore autorisé pour les autres non plus, mais le droit de se syndiquer est interdit, enfin va l'être lorsqu'il sera possible pour l'ensemble des travailleurs, tout ça sera interdit aux fonctionnaires qui sont au service de l'appareil d'État, mais qui justement, non, vont se battre en permanence pour ne pas l'être, et pour conquérir un statut qui, parce que le salaire est un attribut de leur personne, garantit une forme de liberté. Alors,
est-ce que cette liberté est exercée? Ça, c'est encore une autre question. Est-ce que les fonctionnaires sont à la hauteur de leur statut? Ça, j'en suis pas sûr, mais le statut est là. Et il a été étendu, donc il est créé en 1946 par la loi Torres d'octobre 1946, et il est étendu aux électriciens et gaziers, aux cheminots, aux énergéticiens, enfin l'EDF, GDF. Lorsque Marcel Paul, ministre de la production industrielle, nationalise l'EDF, GDF, il crée un statut en juin 1946 qui est un copier-coller du statut de la fonction publique. Donc il y a une extension de ce salaire à la qualification personnelle en 1946, qui par ailleurs va être étendue dans le privé aux retraités, puisque Croizat, en août 1946, supprime tout lien entre cotisation et pension. Jusque-là, c'était j'ai cotisé, j'ai droit, hein, dans une logique capitaliste. Hein. Dans la logique capitaliste, nous sommes dans le salaire comme paiement d'un acte de travail qui a été posé, d'un acte de travail productif. Dans la mesure où ce n'est plus le cas des retraités, qui ne sont plus considérés comme productifs, il n'y a aucune raison qu'ils aient du salaire. Donc ils ont droit, on ne va pas les laisser mourir, donc ils ont droit au différé de leur cotisation. Ils ne dépensent pas tout leur salaire quand ils sont actifs, ils en mettent une partie au pot commun, et lorsqu'ils sont retraités, ils ont droit de récupérer à travers les cotisations des actifs actuels l'équivalent de ce qu'ils ont mis au pot commun. C'est cette thématique capitaliste de la solidarité intergénérationnelle qui nie que les retraités sont des travailleurs, qui les posent comme d'anciens travailleurs, n'ayant pas droit au salaire, puisqu'ils ne sont pas dans une logique de contrat de travail, donc ayant droit au différé de leur cotisation. C'est tout l'enjeu de la création en 1947, en réaction à l'initiative de Croizat, que je vais rappeler brièvement. Commençons d'abord par Croizat, oui. Croizat, lui, en 1946, il supprime tout lien entre cotisation et pension. Dans le calcul de la pension, aucun compte n'est tenu des cotisations. La pension est fonction d'un salaire de référence, tout comme les retraités de la fonction publique. Il transpose dans le régime général, pour le privé, donc la retraite de la fonction publique. La retraite est calculée en fonction d'un salaire de référence, puis de durée d'activité validée, comme dans la fonction publique. Et en revanche, aucun compte n'est tenu des cotisations. Alors, les cotisations à l'échelle globale financent les pensions, bien sûr, le financement et l'argent pour les cotisations, mais chaque cotisation individuelle n'est pas du tout calculée en fonction des cotisations de la carrière, absolument pas. Elle est calculée en fonction d'un salaire de référence, ce qui, là encore, attribue du salaire à la personne. Le retraité touche un salaire continué. Ce n'est pas du tout le différé de sa cotisation, c'est la continuation de son salaire. La pension des retraités, c'est du salaire continué, ce n'est pas du différé de cotisation. Alors la riposte patronale dès 1947, c'est la création de l'AGIRC, étendue au non-cadre dans les années 50, dans l'ARCO. Alors l'AGIRC-ARCO, lui, fonctionne complètement comme sur le j'ai cotisé, j'ai droit, hein, puisque les cotisations de carrière sont converties en points qui sont eux-mêmes traduits en euros au moment où on prend sa retraite. C'est donc bien la somme des cotisations de carrière qui décide du montant de la pension. Donc il est clair que les pensionnaires ne touchent pas de salaire, ils touchent un différé de cotisation. On est dans la logique capitaliste, le salaire lié à un acte de production préalable. Disons que l'ensemble de ces mesures de 1946 font que aujourd'hui, sur les 50 millions de plus de 18 ans, sur les 50 millions de majeurs, il y en a le tiers qui ont un salaire lié à leur personne. Ce qui est considérable, c'est pas du tout, c'est un acquis énorme, ça. Enfin, acquis.
un conquis, parce que c'est très menacé. Bien sûr, la réforme des retraites vise à nous faire revenir à un dispositif du j'ai cotisé, j'ai droit, par exemple. Vous avez les presque 6 millions de fonctionnaires, et puis vous avez plus de la moitié des retraités qui ont une pension égale ou supérieure au SMIC. Bon, pour qu'il y ait salaire, il faut qu'il y ait évidemment au moins SMIC. Quand vous additionnez, il y a plus de 9 millions de retraités qui ont une pension égale ou supérieure au SMIC. Les fonctionnaires, les retraités, ces retraités-là, surtout des hommes d'ailleurs, et puis un certain nombre d'autres, on arrive à 17 millions de plus de 18 ans, dont le salaire est un attribut de la personne. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que fait la gauche lorsqu'elle propose que le support du salaire, ça reste le contrat de travail? Alors qu'on a conquis le fait que pour le tiers des plus de 18 ans, c'est déjà la personne même qui est payée et non pas le contrat, enfin le poste. Ou la performance sur le marché des biens et services si on est travailleur indépendant. Donc c'est extrêmement régressif de proposer que, soit par la sécurité emploi-formation du Parti communiste, soit par l'État employeur en dernier ressort de la LFI, le salaire reste supporté par le contrat de travail. Ce qu'il faut, c'est passer à 100% de majeurs qui sont titulaires d'un salaire. Ça suppose qu'à 18 ans, quel que soit son passé scolaire, quel que soit son handicap, quelle que soit son origine sociale, chacun devienne titulaire du premier niveau de qualification. Un réseau salarié en préconise un rapport de 1 à 3 dans le salaire, ce qui peut être contradictoire avec ce que je dis, parce que si chacun devient titulaire d'un salaire au titre de sa citoyenneté, quand il est majeur, pourquoi il n'y a pas de vote plural, donc pourquoi est-ce qu'il y aurait des salaires différents aux uns et aux autres? Ça, on pourra discuter de ça si vous voulez. Pourquoi il y a un débat d'ailleurs dans le réseau salariat sur la hiérarchie des salaires, est-ce qu'il en faut une ou pas? Enfin, moi, je suis partisan d'une hiérarchie de 1 à 3 qui reprend en gros les rapports interdéciles des conventions collectives ou de la fonction publique. Rapport interdécile, c'est les 10%, le salaire moyen des 10% les moins payés et le salaire moyen des 10% les plus payés, relativement. Le rapport est de 1 à 3 dans les conventions collectives les mieux négociées, disons pas dans toutes, loin de là, pas dans l'hôtellerie et la restauration, pendant la réparation automobile, qui sont des conventions collectives de très très mauvaise qualité, mais quand elles sont, en gros, le rapport interdécile est de 1 à 3, dans la fonction publique, il est de 1 à 2,5. Bon, donc voilà, il faut, sauf que nous proposons que ce ne soit pas le rapport interdécile, mais le rapport des salaires tout court, qu'il n'y ait pas de salaire inférieur à 1800 € bien sûr, mais qu'il n'y ait pas de salaire supérieur à 5000 €, c'est-à-dire 2 fois et demi, un peu moins de 3 fois le salaire minimum. Donc à 18 ans, chacun devient titulaire du salaire, premier niveau de salaire, les 1800 € du SMIC revendiqué, et il a la possibilité de passer des épreuves de qualification pour monter en salaire jusqu'à 5000 € par mois, maximum. Mais il peut le faire jusqu'à sa mort. Moi qui suis en retraite depuis 15 ans, je suis un peu indigné de ne pas pouvoir monter en qualification, d'avoir toujours le même salaire depuis 15 ans. Le droit au salaire des retraités n'est pas encore complètement acquis. C'est le droit à la poursuite du meilleur salaire. Mais ce n'est pas le droit au salaire au sens de quelque chose qui peut progresser. L'extension du salaire hors de l'emploi, pour l'attribuer à la personne, ça a été aussi le fait des allocations familiales. En 1946, Croizat opère une véritable mutation des allocations familiales. Alors, les allocations familiales, c'est le cœur de la Sécu. C'est 55% des prestations sociales en 1945. Je rappelle que la Sécu n'est pas née en 1945, la Sécu est née bien avant. En 1945, il y a plus de 1000 caisses de sécurité sociale, et vous avez 70 000 salariés qui, dans ces caisses, gèrent les cotisations et les prestations.
Rien ne naît en 1945. Tout existe en 1945. Il va y avoir une subversion communiste en 1946 de ce qui se passe, de ce qui existe en 1945. Alors en 1945, le cœur de la sécu patronale, c'est les allocations familiales qui ont été créées pour limiter la hausse des salaires. C'est à ça que ça sert, les allocations familiales, jusqu'en 1946. Elles sont nées dans la fonction publique à la fin du XIXe siècle parce que c'était les seuls travailleurs pour lesquels il y avait un débat public sur les salaires, c'était les fonctionnaires lors de la loi de finances annuelle. Il n'y avait aucun tarif de travail, de salaire au XIXe siècle. C'est la convention collective qui va entraîner une discussion collective sur les salaires, un débat public sur le salaire dans le privé. C'est 1919, ça démarre en 19, d'accord, c'est très tardif. Au XIXe siècle, il n'y a aucun débat public sur les salaires, le niveau de salaire, etc. Aucun, absolument aucun. Sauf les fonctionnaires une fois par an lors du débat parlementaire sur la loi de finances. Et donc, l'obsession des parlementaires, c'est évidemment d'éviter la hausse générale des salaires. Et le moyen qui va être trouvé, c'est de la réserver aux chargés de famille de au moins 2 enfants. Je m'explique longuement dans mes bouquins sur l'origine de tout ça. Pas dans celui-ci, parce que mais il y en a d'autres. La fin du XIXe siècle, il y a une énorme... il y a un traumatisme national qui est la défaite de 70 et l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Ça, c'est un énorme traumatisme qui va être expliqué par notre malthusianisme. On m'a expliqué qu'on a été submergé par des hordes venues de l'Est et qu'il faut faire des gamins. Pour le Nard-Berlin suivant, il faut faire des gamins. Et donc vous avez toute une propagande familialiste pour la naissance, etc., dans toutes les dernières décennies du XIXe siècle. Une énorme propagande là-dessus. Et l'amicale parlementaire qui est la plus puissante, c'est l'amicale familiale, dirigée par un abbé, d'ailleurs l'abbé Lemire, qui est député chrétien-démocrate du Nord, et qui anime donc cette amicale très puissante, qui va trouver le truc, comment éviter la hausse des salaires de tous les fonctionnaires. Eh bien, on va la concentrer sur les chargés de 2 enfants. C'est pas un droit de l'enfant, là, c'est un droit lié à des considérations démographiques, donc il faut au moins 2 enfants, bien sûr. Il n'y a jamais eu d'allocation familiale au premier enfant. Et c'est avec cet argument-là que Laval, en 1932, qui est ministre du Travail en 1932, qui s'illustrera plus tard sous Pétain, Laval introduit les allocations familiales dans le privé. La crise américaine arrive, la crise de 28-29, elle arrive un peu plus tard en Europe. Et pour faire face à des revendications de hausse des salaires en pleine crise, Laval l'explique clairement au patron, il dispose de l'outil allocation familiale. Quand on regarde par exemple les occupations d'usines de 1936, qui sont terminées par des sanctions qui s'imposent aux employeurs et aux syndicats de salariés, c'est pas consultatif, l'avis de l'intervenant, j'ai oublié son nom, comment on les appelait, enfin il rédige donc les points de la fin de l'occupation d'usine qui s'impose encore une fois aux 2 parties. Et alors c'est systématique. Lorsque la revendication c'était une hausse des salaires de 30%, ce sera 15. Et puis 15 points de cotisation patronale aux allocations familiales. Si c'était 20, ce sera 10. Et 10 points de cotisation patronale aux allocations familiales. Si c'était 5, ce sera quand même 4 aux allocations familiales parce que donc ce sera éventuellement 5. Les allocations familiales légales, c'est 4%. Si c'est 10%, en tout cas, ce sera 5% seulement de hausse et 5 points de cotisation. Lorsque Croizat arrive au ministère,
vous avez des caisses, c'est des caisses patronales, les allocations familiales, qui ont plus de 300 taux. C'est un truc absolument illisible. Les taux vont de 4 à 17% du salaire brut selon la compatibilité dans les entreprises. Alors, Croizat, et pour pouvoir toucher les allocs, qui sont donc le cœur de la sécu patronale, qui est omniprésente en 45, encore une fois, la sécu, rien écrit en 45, arrêtant avec ces conneries de fêter la naissance de la sécu en octobre 45. Croizat donc trouve un dispositif dans lequel, pour toucher les allocs, il faut être sur son poste de travail. Par exemple, quelqu'un qui est en congé maladie, ou en invalidité, ou au chômage, chargé d'enfants, ne touche pas ses allocs. C'est vraiment un sursalaire familial. Il faut être sur son poste de travail. Bon, ben Croizat, et c'est là la subversion qu'opère 46, et la fable de la naissance de la Sécu en 45, c'est pour noyer 46, qui est la seule date importante. 45 n'a aucune importance, la seule date importante c'est 46. Mais compte tenu de son contenu, évidemment, elle n'est pas enseignée à l'histoire officielle. Il ne s'agit pas de présenter les travailleurs comme des vainqueurs. Les travailleurs, c'est... ou des droits comme des droits qui ont été conquis. Il s'agit de poser des droits comme des droits octroyés. On va dire que le père de la Sécu, c'est De Gaulle, alors que c'est l'adversaire absolument acharné de la Sécu, etc. Donc, Croizat supprime tout lien entre emploi et allocation familiale, plus besoin d'être dans l'emploi, et il en fait vraiment un salaire, c'est-à-dire que pour 2 enfants, c'est par mois 225 heures de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie. C'est-à-dire que c'est un salaire supérieur à celui des OS, puisque les OS ne faisaient pas 3000 heures par an. Ils en faisaient plus qu'aujourd'hui, mais pas 225 multiplié par 12. Et donc, ce qui ne fait pas 3000, mais enfin, ça fait, en tout cas, beaucoup plus que la durée de travail de l'époque des OS. Quand on regarde les statistiques sur le salaire des familles ouvrières dès 1947, les familles ouvrières en moyenne 3 enfants, la moitié du salaire, c'est les allocations familiales, qui progressent avec le taux horaire des OS. La mensualisation, c'est après 68. Les OS sont payés à l'heure. Et chaque fois que le taux horaire de la métallurgie augmente, les allocations familiales augmentent. Donc, dans une famille ouvrière, la moitié du salaire n'est pas du tout lié à l'emploi. Pas du tout. C'est un attribut de la personne des parents. C'est pour ça que vous allez avoir une telle guerre contre ce droit au salaire des parents et que Rocard va créer la CSG. Il crée la CSG en 89, 90, en disant attendez, c'est pas du travail, ça mérite pas salaire, le fait d'être parent. En revanche, c'est un coût. Au coût, il faut bien réfléchir. Dès que les parents, et on va dire que les parents sont victimes du coût de l'enfant. C'est là que le mot coût de l'enfant apparaît. Ça n'avait jamais apparu. C'est sous Rocard que tout ça apparaît. Ils sont victimes du coût de l'enfant et qu'il faut être solidaire. Il faut être solidaire par un impôt de solidarité, la CSG. Mais là encore, moi je fais des archives comme chercheur. Je regarde les réactions politiques et syndicales en 91 à la création de la CSG. Rien pour poser le droit au salaire des parents. Rien. Est-ce que la CSG va augmenter ou pas le pouvoir d'achat des allocations familiales? Ce ne sont pas des questions inutiles. Je ne dis pas que les questions du pouvoir d'achat sont sans utilité. Mais voilà. Rien du tout pour honorer cette dissociation du salaire et de l'emploi que l'on observe massivement en 1946. La queue de comète de 1946, c'est 1958, avec l'UNEDIC qui proclame le droit au salaire des chômeurs. C'est pas le droit à l'emploi qui est proclamé, c'est le droit au salaire des chômeurs. C'est tout à fait novateur et très intéressant. Qui pose à nouveau le fait du salaire comme
un attribut de la personne et non pas du contrat de travail. Là encore, la culture militante de l'irresponsabilité de la gauche va à partir du moment où, disons au début des années 90, toute une thématique va apparaître sur l'activation des dépenses passives du chômage, en posant le droit au salaire des chômeurs comme une dépense passive et en disant il faut activer les dépenses en proposant aux chômeurs un service public de l'emploi, des formations qui améliorent leur employabilité. C'est la CFDT qui était porteuse de cette thématique. Activons les dépenses par un service public de l'emploi performant, améliorons l'employabilité des chômeurs. C'est-à-dire ce qui suppose qu'il y a une espèce de culpabilité des chômeurs qui ne sont pas employables. Il y a un manque, on va définir les chômeurs par leur manque, alors que le dispositif de 58 ne les définit pas du tout par leur manque. Ce n'est pas des privés d'emploi, comme va le dire la CGT dans la même époque. Années 90, il y a un effondrement idéologique vraiment à gauche, y compris les organisations syndicales de classe, évidemment. Et cette thématique va s'imposer au bout du compte, et continuer donc à ne pas assumer le conquis du salaire comme droit de la personne. Le conquis communiste du salaire. Comment voulez-vous, je ne sais pas quoi, faire la rupture écologique si le salaire dépend du contrat que vous passez avec votre entreprise? Vous allez nécessairement fermer votre gueule. Comment voulez-vous prendre le pouvoir sur le travail, ce qui est le cœur du communisme, la prise de pouvoir sur le travail, qui est le cœur de la politique? Encore une fois, sortir la politique de la sphère politique, la poser là où elle est, c'est-à-dire le travail. Comment prendre le pouvoir sur le travail si nos droits dépendent du contrat que nous passons avec notre entreprise? Ou si nos droits dépendent de notre performance sur le marché des biens et services? Un travailleur indépendant est tout sauf indépendant. Il dépend complètement des fournisseurs, des acheteurs, c'est-à-dire de marchés sur lesquels il n'a aucune prise. Donc, tant que nos droits dépendent de contrats, soit de contrats commerciaux, soit de contrats de travail, et ne sont pas des attributs de notre personne, jamais nous ne pourrons être souverains dans la décision d'avoir avec les vivants non humains un rapport enfin sérieux qui nous sorte de la passe écologique dans laquelle nous fonçons à toute vitesse. Il faut que nos droits soient des attributs de notre personne, nos droits économiques. Personne à gauche ne revendique ça, c'est une calamité. Je conclus. Quel est l'enjeu absolument actuel de cette affaire, de cette irresponsabilité d'assumer la mutation du salaire qui s'opère au XXe siècle? D'une part, le salaire comme droit de la personne, d'autre part, un point sur lequel je n'ai pas insisté dans le topo initial, mais je pourrais y revenir si ça vous intéresse, le salaire comme avance monétaire de toute production. Pour produire, il suffit d'avancer les salaires. C'est la seule chose qui est nécessaire pour qu'il y ait du travail. Il faut qu'il y ait des salaires. Il n'y a pas besoin d'avance par un prêt, par une création monétaire qui prête. Tout ça aliène le travail si, avant même de travailler, on est endetté. Ce qui est le cas, aussi bien qu'on soit indépendant ou qu'on soit dans une entreprise, avant même de travailler, on est endetté. Sinon, on ne peut pas travailler. Bon. Or, nous avons également surmonté ce fatum de l'endettement préalable, complètement. La façon dont on a créé la sécurité sociale du soin dans les années 60 est stupéfiante de ce point de vue-là. Pour créer les CHU, on n'a pas fait appel à l'endettement. On a avancé les salaires par une hausse du taux de cotisation à l'assurance maladie. Chose à laquelle, là encore, la gauche est complètement non fidèle, puisqu'elle propose un pôle public de crédit. Une proposition que vous trouvez dans tout programme de gauche, un pôle public de crédit,
C'est-à-dire qu'on ne nie pas du tout qu'il faille s'endetter pour pouvoir travailler. On ne nie pas le fait que l'avance monétaire dans la production, ça doit être du prêt. Soit par création monétaire, soit par appel au marché des capitaux. Il n'y a aucune mise en cause de cela. On va dire, on va passer de mauvais prêteurs, le marché des capitaux, à un bon prêteur, la puissance publique. Ce qui est beaucoup d'illusions sur la puissance publique. Et puis ce qui est surtout l'acceptation de ce fatum, encore une fois, qui fait que, alors que c'est nous qui produisons la valeur, avant même de la produire, nous sommes déjà endettés. Chacun sait, et quand on regarde les différentes civilisations dans le monde, combien l'endettement est une institution de l'esclavage, combien l'endettement est une institution de la subordination. Or, la gauche radicale, je parle du Parti communiste ou de LFI, je ne parle pas des socialistes, c'est même pas la peine d'en parler. La gauche radicale, elle est totalement irresponsable. Elle propose un pôle public de crédit. Elle ne conteste pas le fait que l'avance monétaire ce soit à crédit. Aucune contestation. Aucune contestation du fait que le support des droits soit un contrat, et non pas la personne. Aucune contestation du fait qu'on doive s'endetter avant de travailler. C'est-à-dire que les deux fatums qui pèsent sur notre liberté, l'endettement et la subordination de nos droits au contrat, ne sont pas contestés du tout. Du coup, nous sommes dans l'incapacité, c'est sur ce point que je voulais conclure, d'affronter le Rassemblement national. Là, je vous renvoie à un bouquin qui est sans doute ici, donc précipitez-vous pour l'acheter s'il est ici, mais n'oubliez pas d'acheter le mien aussi. C'est Michel Fer, producteur et parasite. Plus là. Il doit être là. Allez, sortons-le. Alors, il y a une grosse pile Il est là. Une grosse pile autour de l'extrême droite, pour le coup. Hein? On manque pas de documentation sur le sujet, par la force des choses. Donc, oui, bien sûr, et je suppose qu'il y a beaucoup de livres sur ça en ce moment. Donc, Producteur et parasite de Michel Fer. Il montre que l'idéologie du Rassemblement national, c'est pas un truc un peu comme ça, sorti dans de ses eaux. C'est le cœur même de notre idéologie commune, la méritocratie du travail. La méritocratie du travail, c'est la valeur qu'il y a à gagner sa vie par son travail. C'est-à-dire à poser un acte de production qui sera sanctionné par un salaire ou par un bénéfice de travailleur indépendant. Voilà, de gagner sa vie par son travail. Et l'idéologie du Rassemblement national s'appuie là-dessus en disant que les producteurs qui gagnent leur vie par leur travail ne la gagnent pas. Parce que des parasites viennent piquer une partie de la valeur qu'ils produisent. Et ces parasites, ils sont de deux types. Il y a des parasites d'en haut et des parasites d'en bas. Alors, disons, l'astuce du Rassemblement national, qui est propre là, cette fois-ci à l'extrême droite en général, l'extrême droite mondiale, là, c'est pas propre au Rassemblement national. L'astuce, c'est de raciser les parasites. Au moins, on voit qui c'est. Et puis, ils ne sont pas de chez nous. Voilà. Et donc, les parasites d'en haut, c'est la banque juive. C'est la banque juive. Et puis, les parasites d'en bas, c'est les musulmans qui viennent de l'Empire colonial. Comment combattre
cette position en ne se contentant pas de combattre son racisme. Comment combattre cette position en ne se contentant pas de faire la morale? En disant, bah oui, mais vous êtes dégueulasse, etc. Dès lors que nous partageons avec le Rassemblement national la méritocratie du travail, qui est le cœur du truc. On nous pique une partie de ce que nous produisons. Alors nous, on va dire que c'est le capital, d'accord, qui nous pique une partie de ce que nous produisons. Mais on est sur le même truc, où l'enjeu des rapports sociaux, c'est de lutter contre un vol. L'enjeu des rapports sociaux, c'est d'en finir avec le parasitisme. Et à gauche, vous avez des tas de discours qui sont exactement identiques que le Rassemblement national. Ils ne sont pas racisés, d'accord? C'est pas la banque juive, mais c'est des parasites. La bourgeoisie capitaliste, c'est des parasites qui nous piquent une partie de la valeur que nous produisons. Tant que nous sommes là-dessus, et vous voyez qu'on est là-dessus parce que nous acceptons que le salaire soit le résultat d'une production préalable. Nous acceptons complètement qu'il faille d'abord produire de la valeur avant de payer. On accepte complètement ça. La preuve, prenez tous les débats parlementaires et les positions, encore une fois, du nouveau Front populaire, par exemple, c'est-à-dire les positions dont je suis solidaire, enfin, les positions, évidemment, c'est mon camp, d'accord? Et c'est à ce camp que je m'adresse, que nous nous adressons, parce qu'il est largement irresponsable. Les positions, ça va être de dire, eh bien, pour pouvoir financer une hausse des salaires, on va taxer les super-profits. Pour pouvoir lancer un programme écologique, ben pareil, on va mieux répartir la valeur. Toutes ces propositions-là sont totalement aliénées à l'idéologie capitaliste. Dans le capitalisme, nous ne sommes pas décideurs fondamentalement du travail. La bourgeoisie capitaliste conserve le monopole de la décision sur la création monétaire, sur l'investissement, sur les accords internationaux dans la division internationale du travail, et puis sur qui va être titulaire du poste de travail. Ce n'est pas nous qui décidons de tout cela, ni du contenu du poste, ni de son titulaire. Pour que nous allions travailler, et prenez l'expression, aller travailler. C'est-à-dire que le travail est étranger à nos personnes. On va travailler, on cherche du travail, on risque de perdre son travail, alors que nous sommes le travail. Comment est-ce qu'on peut perdre ce que nous sommes? Sinon en acceptant cette aliénation. À partir du moment où nous ne sommes pas maîtres fondamentalement de la décision sur l'essentiel. Alors ensuite sur le travail, on peut décider sur l'accessoire. Je ne dis pas qu'on n'a aucune décision, on en a bien sûr, mais pas sur l'essentiel. À partir du moment où nous sommes dans cette situation d'aliénation,
aliénation, c'est-à-dire, et subordination. Subordination, c'est pas le fait qu'il y ait des chefs, que dans le travail il y ait des chefs, c'est pas le problème. Le problème, c'est la subordination, c'est-à-dire faire du travail que nous n'avons pas décidé, fondamentalement. À partir de ce moment-là, évidemment, il faut que nous ne soyons payés qu'après avoir posé l'acte qui nous est imposé. Si on était payé avant, on ne le ferait pas, cet acte en question, puisqu'il ne correspond pas à notre déontologie, ou il ne correspond pas du tout à nos centres d'intérêt, enfin, etc., etc. On ne le ferait pas. Donc on ne le fait que parce qu'il y a ce salaire qui arrive après. Et, disons, pour rendre acceptable cette situation de violence, où je suis endetté alors que c'est moi qui produis la valeur avant même de travailler, je ne suis payé qu'après, et qu'après qu'il ait été remboursé des prêteurs qui, eux, n'ont rien amené du tout en termes de travail, il faut que on réponde l'idée qu'on ne peut distribuer comme salaire qu'une partie de la valeur déjà produite. Ça fait partie du catéchisme, de la croyance qui nous est en permanence donnée. Donc, ça va signifier que nous acceptons, au bout du compte, qu'on ne peut distribuer de valeur qu'une fois la production faite. Qu'on ne peut distribuer de monnaie qu'une fois la production de valeur faite, pardon. Alors que nous avons fait la preuve quand on a créé la sécurité sociale du soin dans les années 60, que pour pouvoir créer les CHU, pour pouvoir former des médecins, pour pouvoir mettre au travail ces soignants, tous les soignants, tout le personnel des hôpitaux, pour construire les outils du soin, la seule avance nécessaire, c'était les salaires. On a avancé le salaire socialisé de l'assurance maladie. Pour qu'il y ait du travail qui soit fait, la seule avance nécessaire, c'est le salaire. Donc, le fait de proposer que les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes sur le territoire soient dotés d'un salaire qui soit compris entre 1800 et 5000 euros, d'un salaire attribué à leur personne, avec une moyenne qui serait le salaire moyen actuel. Le salaire moyen actuel, c'est 2500 euros net. Pour qu'il y ait donc distribution de 2500 euros en moyenne pour les 50 000 par mois pour les 50 millions de plus de 18 ans, il faut 1500 milliards. 1500 milliards que nous allons créer par création monétaire, bien sûr. Qu'on ne va pas aller puiser sur une production antérieure. Puisque c'est ces salaires qui vont rendre possible le travail. Puisque c'est ces salaires qui vont faire qu'il va y avoir production. Actuellement, il y a une avance. Pour toute production, il faut une avance monétaire. L'avance monétaire des prêteurs, ça va permettre d'acheter le travail à ces investisseurs, là, d'acheter le travail de ceux qui extraient les matières premières, qui produisent l'énergie, etc., etc., etc. Et ensuite de décider de ce que va être le travail. Actuellement, l'avance par prêt, ça sert à financer des salaires. Donc arrêtons de financer des salaires par une avance par prêt. Ces salaires n'ont pas à être remboursés. C'est des salaires qui vont permettre de produire la valeur qui va être consommée. Créons les 1500 milliards par création monétaire. Nous produisons 2400 milliards par an.
évidemment que ces 1500 milliards, alors pour des tas de conneries inutiles, hein, évidemment, hein, d'avoir une surproduction tout à fait considérable. Mais il est clair que, surtout si en plus nous devenons décideurs au travail, que c'est nous qui décidons des implantations des entreprises, qui décidons du contenu du travail, qui décidons des méthodes de travail, enfin, etc., qui décidons des accords internationaux à passer. Il est clair que dotés de salaires liés à notre personne, nous allons produire les 1500 milliards correspondants. Évidemment, si on émet 1500 milliards de monnaie, encore faut-il qu'il y ait 1500 milliards de valeurs qui soient produites, sinon c'est de la monnaie de singe, bien sûr. Hein. Évidemment que nous allons les produire. Nous en produisons, y compris pour des conneries, 2400. Hein. Nous allons produire, quant à la souveraineté monétaire, mais nous pouvons parfaitement l'avoir. Hein. Nous pouvons l'avoir en quittant la zone euro, en restant dans l'Union européenne, comme le font les Suédois, ou nous pouvons l'avoir, y compris dans la zone euro, en créant un moyen de paiement national non convertible en euros. Les traités le rendent tout à fait possible, ça. Les traités ne nous interdisent aucune souveraineté monétaire, contrairement à ce qui se raconte. Quand est-ce que la gauche va s'emparer de tout ça et être à l'offensive pour assumer tous ces conquis, tous ces déjà-là communistes, et faire... Voilà, c'est ça l'enjeu de ce bouquin. Attention, moi je ne dis pas, je ne dénoue pas le lien entre salaire et travail, je ne le dénoue pas du tout. Hein, mais je change le sens du lien. Que notre responsabilité soit la production, bon, ça me paraît clair. Hein. Notre espèce est une espèce vivante parmi les autres vivants et complètement débitrice de tout le reste du vivant. Je ne suis pas dans le surplomb de la modernité qui fait de nous, enfin qui nous met à part du reste du vivant, bien sûr, et du non-vivant. Mais nous avons un rapport réflexif aux autres vivants et aux non-vivants qui est sans commune mesure avec les autres espèces vivantes. Donc on a une responsabilité d'espèce humaine, c'est ce que j'appelle le travail précisément, hein. Et donc nous cherchons à être reconnus par notre contribution à cette responsabilité. Ça me paraît très sain. Mais dans le capitalisme, on n'est pas fier de son travail. Moi, c'est ce à quoi j'aspire, être fier de mon travail. On est fier de gagner sa vie par son travail. C'est tout à fait autre chose. Ça n'a même rien à voir. Puisque moins on est fier de son travail, plus on est fier de gagner sa vie par son travail. Je traduis, plus on se fait chier, plus on est méritant. Et plus on accuse les assistés, les migrants, je ne sais pas quels parasites d'en bas. Et plus on vote RN. Donc, il s'agit de mettre les choses sur leurs pieds, d'accord ? Le rapport entre salaire et production. Le salaire, non pas résultat d'une production que je n'ai pas choisie et qui me rend d'autant plus méritant que je ne l'ai pas choisie et qui me rend d'autant plus agressif vis-à-vis de ceux qui ne se soumettent pas à ce travail non choisi que moi je m'y soumets et que ça m'emmerde. Ça, c'est le cœur du Rassemblement national.
qui en plus racise le truc, parce que c'est plus simple. On va désigner l'adversaire, le parasite, c'est facile, ça se voit sur son visage, d'accord? Mais encore une fois, on peut avoir la même position sans la racisation. Et tant que la gauche sera sur cette position sans la racisation, elle sera incapable d'affronter le Rassemblement national. C'est quoi l'autre position? C'est pas de dire bah, j'ai des sous, puis je m'en veux, puis je fais n'importe quoi. C'est pas ça du tout. C'est pas l'irresponsabilité vis-à-vis du travail. L'autre position, c'est être fier de son travail. C'est tout à fait autre chose. On ne peut être fier de son travail que si on le décide et que s'il est conforme à notre déontologie. Cette fierté-là de son travail, et pour être fier de son travail, il ne faut pas gagner sa vie par son travail. C'est ça le point. Pour être fier de son travail, il faut être titulaire d'un salaire qui va nous rendre en capacité de travailler selon notre déontologie. Donc l'inversion, d'accord, entre production et salaire du rapport, c'est pas la suppression du rapport. Évidemment que le salaire a à voir avec la production. Mais tout l'enjeu est de passer d'un salaire résultat d'une production aliénée au salaire préalable à une production libérée. Est-ce que je suis clair? Je suis d'accord, bien sûr, hein, que le champ du travail, dans une logique de souveraineté sur le travail, mais de souveraineté, encore une fois, pour commencer à mener un travail qui soit en osmose avec les autres vivants, hein, et non pas destructeur des autres vivants, ce qu'est le travail capitaliste, c'est un travail destructeur des autres vivants et destructeur du non-vivant. Donc, que le champ du travail dans cette optique-là ne soit pas le même que celui du travail capitaliste, c'est évident. Énormément de travail capitaliste doit disparaître, énormément de choses qui ne sont pas reconnues comme travail capitaliste doivent être comme telles. Une fois que j'ai dit ça, je précise deux choses. Hein. Tout n'est pas travail. Je crois que c'est important. Parce que certaines propositions, par exemple, de revenus de base, enfin de revenus attachés à la personne, d'accord, mais de base, entre 500 et 1100 euros, en gros, selon les propositions, reposent sur le fait que toute mon activité participe du lien social et donc du travail. Parce qu'il y aurait travail dès qu'il y aurait lien social. Je ne peux pas être d'accord avec cela. Notre responsabilité d'espèce humaine engage pour que nous ayons avec, encore une fois, tous les vivants non humains et le non-vivant, une relation de métabolisme, c'est le terme qu'utilise Marx. Hein. Il y a beaucoup de textes de Marx. Hein. Marx est un penseur très écologiste, contrairement à ce que le marxisme a fait de lui. Hein. Le marxisme est un peu une catastrophe par rapport à Marx, bien sûr. Surtout quand c'est le marxisme, le léninisme. Alors là, on est chez Staline, et là, c'est dramatique. Mais ce métabolisme-là suppose... Bon, j'ai engagé une réflexion avec des gens qui réfléchissent à une autre production agricole. Enfin, assumer la précarité du vivant, l'assumer vraiment, et non pas la nier par des procédés d'agro-industrie, ça suppose un infini de recherche, d'apprentissage, etc., qui ne relève pas du lien social que je fais quand je fais un café le matin ou j'offre l'apéro à des copains. Enfin, il faut arrêter de dire que tout est travail. Là, pour nouer enfin avec
les vivants dans la production d'alimentation, les vivants non humains, un rapport qui nous pose comme vivants parmi les autres, etc., ça suppose de mobiliser la science, la technologie, l'organisation, mais à des niveaux absolument considérables, d'accord ? Et donc tout n'est pas travail. Et travail ceux qui honorent cette responsabilité-là. Mais moi, j'ai pas envie du tout que quand je fais la fête avec mes enfants, ce soit du travail. J'en ai aucune envie. Et deuxième chose, il y a dans des propositions féministes, une forme avec lesquelles je suis encore une fois, c'est mon camp, je suis entièrement d'accord, etc., soyons clairs, hein, mais je m'interroge sur l'espèce d'incapacité de ce camp-là à sortir de la fascination vis-à-vis du fascisme qui vient, d'accord ? C'est pour ça qu'on a appelé notre bouquin le communisme qui vient, d'accord ? Il n'y a pas que le fascisme qui vient. Arrêtons d'être fascinés. Il y a encore l'aliénation à l'idée qu'il y a droit au salaire parce qu'il y a travail. Si vous prenez Federici, si vous prenez Delphi, etc., vous avez un fondement du droit au salaire dans le fait que le travail domestique est du travail. C'est-à-dire qu'on continue à poser le salaire comme le résultat d'un acte de production. J'ai vu récemment encore sur le campus de Metz une affiche les études c'est du travail, les étudiants ont droit au salaire. Non, je ne suis pas d'accord. Nous restons aliénés à l'idée que le fondement du salaire, c'est un acte de travail préalablement posé. Le fondement du salaire, c'est un droit politique qui nous pose en permanence, en responsabilité du travail, et puis, de temps en temps, au travail. On n'est pas tout le temps au travail, mais on est en permanence en responsabilité du travail. Qu'est-ce que c'est qu'un travailleur dans le capitalisme? C'est quelqu'un qui est au travail. Qu'est-ce que c'est qu'un travailleur dans le communisme? C'est quelqu'un qui n'est pas du tout au travail, pas nécessairement. C'est quelqu'un qui est en permanence en responsabilité du travail, jusqu'à sa mort. Moi, je refuse, comme retraité, d'être plus responsable de la production d'enseignement, de la production de soins, etc. Je refuse complètement. C'est une amputation. Sur le premier point, vous avez commencé par dire étatique, après vous avez dit ensemble, je ne sais pas comment vous articulez les deux choses. Notre bouquin insiste beaucoup sur le dépérissement de l'État. Nous posons clairement le socialisme comme une alternative au communisme, et non pas comme une préparation du communisme. D'accord ? Or, le socialisme, c'est par l'État, justement. Le communisme, sûrement pas. Sûrement pas. Le communisme, et dans les prémices du communisme, vous avez, pour la France, vous avez le régime général de sécurité sociale entre 1947 et 1967, qui est géré par les travailleurs eux-mêmes. Donc, le dépérissement de l'État, ce n'est pas la disparition de l'État, parce que nous avons besoin, comme vous le dites, de décisions communes. Alors, décision commune de faire la librairie La Marche, ça n'engage pas la France entière, d'accord ? Donc les lieux de décision, les lieux collectifs de décision, c'est lié au territoire concerné. Ça peut être des lieux quand même extrêmement locaux. Quand vous dites qu'il n'y a plus d'entreprises privées, mais si enfin, nous devenons propriétaires de nos entreprises, enfin, nous ne le sommes pas pour le moment. Y compris quand nous sommes travailleurs indépendants, nous sommes fictivement propriétaires. Donc, donc c'est une extension de la propriété, le communisme, évidemment.
et son application au lieu central où joue la propriété, c'est-à-dire non pas l'espace privé, où dans le capitalisme on peut être propriétaire privé, mais dans la production, là on est exclu de la propriété dans le capitalisme. Donc il s'agit d'étendre la propriété au contraire, certainement pas de la réduire, de la supprimer. Là aussi dans le bouquin, on prend soin de poser le communisme comme une extension de la propriété, et non pas comme sa suppression. Propriété d'usage et propriété patrimoniale. Enfin, il y a toute une discussion là-dessus aussi que je vous renvoie. Mais oui, on est bien sûr dans une mode de délibération à l'échelle utile. Encore une fois, c'est pas la même chose pour la SNCF, pour les industries de réseau, qui supposent une délibération à une échelle territoriale importante, et puis pour des choses qui supposent une délibération extrêmement locale. Et oui, il y a délibération. Est-ce que ça veut dire que c'est l'État? Non. Et c'est là qu'on en vient. C'est vraiment très important. Ou est-ce que c'est un appareil d'État? Non. Et là, on reprend longuement dans le bouquin parce que c'est vraiment... Pour nous aussi, là, il y a une faillite à gauche. Le statut de fonctionnaire, donc les salariés de l'État, a été construit pour garantir la liberté des fonctionnaires vis-à-vis des élus ou de l'appareil exécutif. Liberté. C'est pour ça qu'ils sont titulaires de leur salaire. Un fonctionnaire d'État n'a pas de contrat de travail, par exemple. Il est nommé. Il n'y a pas de contrat. Il n'a pas d'employeur, un fonctionnaire d'État. Alors, tout l'objectif de la contre-révolution capitaliste qui s'opère depuis 50 ans, c'est évidemment que les fonctionnaires aient un employeur, que chaque administration soit propriétaire de son patrimoine, de sa masse salariale et emploi, etc. Bon, ça, la LRU, sur les universités, ça a été ça, de confier aux universités et le patrimoine et la masse salariale pour que les présidents deviennent des employeurs. Bon, tout ça, c'est évidemment des personnes qui sont titulaires de leur salaire et qui n'ont pas d'employeur dans l'appareil d'État. C'est le cœur de la fonction publique et c'est combattu en permanence. Et c'est très mal défendu par les syndicats. Ça, je suis d'accord. Mais je lisais tout à l'heure à Strasbourg, après la projection de l'effet Bahamas, je trouve vraiment des fonctionnaires complètement irresponsables du statut même qui a été construit moyennant 150 ans de bagarre. C'est 150 ans de bagarre, ce statut. Lorsque ils acceptent qu'une classe ferme, ou qu'un tribunal ferme, ou qu'une CAF ferme, enfin les CAF c'est pas des fonctionnaires, mais que bon, ils vont être casés ailleurs, bah oui, ok. Mais c'est irresponsable. Si on estime que cette classe doit rester, que ce tribunal doit rester, que cette poste doit rester, évidemment que le fonctionnaire reste en poste, il a son salaire, et avec collectivement, pas tout seul évidemment, collectivement, et avec les élus locaux, avec la population locale, il continue à faire vivre ce service public. C'est sa responsabilité. Il a un statut pour ça. Ah oui, mais mais bien sûr qu'il va y avoir du conflit. Et alors? Moi, j'en ai marre de ces réunions, quand je suis invité dans des lycées, de me retrouver dans la salle des profs, avec des profs qui me disent tu vois le programme en 4e, là, en histoire géo, page de gauche sous le nom totalitarisme, page de gauche fascisme, page de droite communisme, il faut que j'enseigne ça. Et pourquoi tu l'enseignes? C'est ça la question.
tu as un statut qui, exercé collectivement, te permet de dire collectivement, nous ne ferons pas le programme de SES Blanquer, d'accord, de 2019. Nous ne le ferons. On va arrêter les pleurnicheries des profs de SES, d'accord? Ils ne sont pas d'accord avec le programme. Il ne suffit pas de tricher. Ils trichent beaucoup, évidemment, ils n'applaudissent pas tout, etc. Non, ça ne suffit pas. Comment voulez-vous construire le communisme qui ne soit pas justement un truc d'État si aujourd'hui, dans l'État actuel, les fonctionnaires ne décident pas de travailler selon leur déontologie? Un point, c'est tout. C'est ça ce qu'il faut faire. Alors c'est plus facile à dire ici qu'à faire. Mais moi je suis à la FSU. Quand est-ce qu'on sort de la pleurnicherie, d'accord? Quand est-ce qu'on devient communiste, tout simplement? C'est ça. Être communiste, c'est s'organiser collectivement pour ne travailler que selon notre déontologie. Est-ce que les scopes, ce ne serait pas... Oui, alors vous avez évidemment. Hein, mais les scopes, regardez la tradition syndicale, regardez Duralex. La CGT voulait un repreneur. C'est à la CFDT, enfin, honte à nous, qu'est venue l'initiative de la SCOP. D'accord? Donc, non, on a beaucoup à faire encore, beaucoup à faire pour être à la hauteur des conquis, du communisme déjà là. Alors, je vais être un peu provocateur, je vais dire heureusement, d'accord? J'ai parlé de la solidarité intergénérationnelle, thématique que moi depuis, maintenant la réforme des retraites, ça dure depuis 87, donc ça fait depuis 87 que je fais des manifs, et éventuellement derrière une banderole qui dit oui à la solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire oui au capitalisme. Je rappelle, dans le capitalisme, les actifs sont solidaires des inactifs. C'est un mot que le capitalisme adore. Je vais réhabiliter le mot solidaire, bien sûr, dans le sens qu'on a déjà évoqué. Hein. Je ne suis pas solidaire parce que j'ai et que tu n'as pas. Ça, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Définir l'autre par son manque, c'est répugnant. Je suis solidaire parce que nous sommes engagés dans la même délibération collective, dans le même travail collectif, voilà, c'est tout à fait autre chose. Parce que nous avons la même responsabilité. Le mot qui consonne avec solidarité dans le communisme, c'est responsabilité. Alors moi je laisse un héritage à mes enfants, donc je suis en train de réfléchir au truc, attendez. Deux choses. L'héritage ne peut être que comme valeur d'usage. Ça ne peut être que comme valeur d'usage, c'est-à-dire que, et là vous voyez, c'est chez les Pinson Charlot que j'ai vu ça. Les Pinson Charlot dont je conteste par ailleurs l'idée que seule la bourgeoisie est une classe pour soi. En face, il y a des victimes, hein, dont il faut être solidaire, et donc ça pleurniche beaucoup autour de tout ça. Mais ce qu'ils m'ont appris lorsque on a entrepris de faire exploser les grands ensembles. En invitant les habitants à fêter le truc d'ailleurs, hein, l'explosion de leur habitation. Hein, d'accord. Et les Pinson Charlot ont écrit un texte mais remarquable hein, sur le fait que
la transmission intergénérationnelle, y compris du lieu de logement, tout ça, ça fait sens, d'accord, ça fait sens, d'accord. Et que inviter en plus des usagers de HLM à assister à sa disparition, c'est faire une violence absolument incroyable aux personnes. Donc, moi, je suis assez attaché à la possibilité de transmettre à ses enfants, par exemple, un lieu dans lequel il y a toute une histoire familiale, etc. Et ça ne peut être que d'usage. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le vendre. Plutôt, s'ils le vendent, c'est gratuit. Ils ne peuvent pas le vendre. C'est impossible. On ne peut pas tirer de ressources d'une propriété. Toute propriété tirée d'une ressource, toute ressource d'une propriété est interdite. Hein. La propriété lucrative, d'accord. Donc, oui, moi je pense qu'on peut transmettre une collection de bouquins, enfin des usages, disons. Et ma deuxième remarque, c'est à propos de Piketty. Hein. Piketty propose que, je ne sais plus si c'est à 18 ou 21 ans, tout le monde se voit attribuer 150 000 euros, non, je ne sais pas combien. Enfin, cet ordre-là, oui. Donc en quelque sorte, rendre l'héritage universel dans un certain sens. Hein. Ce n'est pas un héritage de la famille, mais c'était quelque chose, un dispositif de socialisation. Moi, ma difficulté avec ça, c'est que ça suppose qu'on accepte que pour créer sa boîte, il faut s'endetter, et donc on a les 150 000 euros qui vont permettre de faire le truc. C'est l'acceptation de toute la logique capitaliste. Donc je suis absolument contre cette proposition, tout en étant le plus grand respect pour Piketty, ce qui n'est pas le cas de Lordon, avec qui j'ai écrit un bouquin antérieurement. Mais je pense que toutes ces polémiques-là sont absurdes et qu'il faut au contraire qu'à gauche on arrête de se tirer dessus. Mais je n'ai fait que tirer sur la gauche en général. Hein. Je n'ai pas tiré au nom du Parti communiste contre LFI ou au nom de LFI contre je ne sais pas quoi. C'est la gauche en général qui est défaillante. Mais c'est une réflexion qu'il faut que nous ayons en commun. Donc voilà, certainement pas de transmission de propriété lucrative en aucun cas. Je pense que la séduction qu'opère le Front National repose sur ce genre effectivement d'imposture et sur la situation d'incertitude de ces électeurs sur leur propre rapport au salaire ou au travail. Ils ont perdu leur emploi ou cet emploi va plus correspondre du tout à ce qu'ils aiment faire. Ils assistent à la disparition des services publics. C'est sur ce terrain-là qu'il faut faire la réponse pour moi. Et donc enfin avancer sérieusement sur les deux choses sur lesquelles j'ai insisté, c'est-à-dire que la seule avance monétaire nécessaire, c'est les salaires. Donc là, ça nous sort de toute cette injonction de faire attention à la dette. Hein, Dieu sait si en ce moment la question de la dette est invoquée en permanence pour nous domestiquer. Et donc la dette est inutile, on peut parfaitement s'en passer, on n'a pas besoin de prêteurs, il faut ne pas la rembourser. Ils vont s'en aller, mais tant mieux, on n'a pas besoin d'eux, etc. Ça, insister sur ce point que la gauche n'affronte pas réellement. Hein, et puis, enfin, donc poser le salaire comme la seule avance nécessaire, et enfin,
honorer les conquis, c'est-à-dire faire du salaire un attribut de toute personne majeure. Là, vous avez parfaitement raison. Hein. Nous, on parle d'effervescence communiste. Bien sûr qu'il y a toute une dynamique qui existe. Dans ma génération, il n'y aurait jamais eu des, je sais pas quoi, moi, des diplômés de l'agro disant on ne fera pas le boulot de merde pour lequel on a été préparé. Il y a aujourd'hui une conscience beaucoup plus nette de la volonté de travailler selon sa déontologie qu'il y a 50 ans, beaucoup plus nette. Il y a toutes les luttes décoloniales, il y a les luttes féministes, enfin, il y a des tas de toute une effervescence qui n'était pas du tout là il y a 60 ans. Donc moi je suis plutôt optimiste au contraire sur... mais je pose la question comme vous, c'est-à-dire comment ça se cristallise, c'est clair. Et c'est la responsabilité des partis communistes. Alors j'ai évoqué que le Parti communiste et les filles, mais je pense aussi au NPA, je pense au POI, enfin je sais pas, toute une série de partis qui se réclament du communisme. La responsabilité, c'est évidemment d'inscrire toute cette effervescence dans des institutions macroéconomiques. Ça, c'est clair que c'est... On a su le faire quand on a créé la fonction publique, quand on a créé le régime général, quand on a mis en place la sécurité sociale du soin dans les années 60, on a su faire du macro, qui n'était pas simplement un truc contre, qui était vraiment une dynamique pour. D'accord ? Parce que présenter l'alternative en termes de bonne fiscalité, plein emploi, qui sont en gros les alternatives que nous proposons, d'accord ? Plus personne n'y croit. Et à juste titre. Je pense que ce sont des propositions, des propositions qui ne font plus rêver et qui ne sont pas correctes. Pour moi, la proposition, c'est vraiment de sortir de la valeur travail, c'est-à-dire d'assumer l'inversion du sens du salaire qui a commencé à être construite. C'est ça, pour moi, le point central. Tant que nos droits dépendront de la boîte dans laquelle nous travaillons, évidemment que toute mesure... toute suppression des boîtes de vitesse entraînera du vote Front National, c'est évident. Si nous répondons à ça, mais vous allez voir ce que vous allez voir, après une victoire électorale, on va faire une bonne politique industrielle avec du plein emploi. Personne n'y croit, à juste titre. Je pense que la question, c'est pas vous allez voir ce que vous allez voir, c'est ça, c'est une responsabilité des fonctionnaires de faire la démonstration de la supériorité du salaire à la personne. S'ils ne font pas la démonstration, personne ne pourra évidemment. Vous, comme fabricant des boîtes de vitesse, vous êtes en crainte de fermeture de votre entreprise. Mais nous, qui avons un statut, nous allons continuer à faire fonctionner la classe supprimée. Parce que nous avons un statut qui permet de le faire. Nous allons... je continue avec l'enseignement. Hein. Nous allons construire à l'échelle nationale les programmes que nous estimons bons. Et nous ne nous contenterons pas de tricher avec les programmes qui nous sont imposés. Nous allons affirmer en tant que professionnels, puisque c'est nous qui faisons le programme d'histoire géo de toute façon, personne d'autre ne le fera à notre place, nous allons affirmer notre capacité, et notre statut le rend possible, collectivement, de construire et d'imposer le programme d'histoire géo tel que nous l'estimons, contre l'appareil d'État qui va nous imposer autre chose. Tant que les fonctionnaires ne réagiront pas de cette façon-là,
Ben, ce qui a permis 46, dans le champ que j'ai travaillé, hein, moi je ne suis pas universel, hein, mais dans le champ de la sécu et du salaire, en matière de salaire, 46 c'est zéro, rien. Hein, il faut attendre 5 ans pour la loi sur les conventions collectives, y compris les communistes. Croizat, qui pourtant est spécialiste de la convention collective, hein, c'est lui qui avait négocié l'extension des conventions collectives en 1936 dans les accords Matignon. Rien ne se passe en matière de salaire. Croizat contourne l'interdiction de hausse des salaires en augmentant les allocations familiales, c'est comme ça qu'il a fait. Hein. Et en supprimant la décote dont les femmes étaient victimes, hein, parce que les femmes systématiquement avaient 10% de moins que les hommes hein, dans les conventions collectives. On supprime ça. Mais il ne se passe rien en matière de salaire globalement en 1946, donc c'est pas universel, même dans des positions de ce genre. Dans ce que j'ai analysé, c'est la conjonction de deux choses. Hein. C'est une présence de ministres communistes au gouvernement, ça paraît clair. Quand on regarde ce qui se passe pour EDF-GDF, dont le programme du CNR préconise la nationalisation. Le ministre que nomme De Gaulle et qui va être pratiquement ministre de la production industrielle sans discontinuité de 44 à 50, c'est Robert Lacoste, un socialiste. Robert Lacoste, son obsession, c'est de ne pas socialiser EDF-GDF, de l'étatiser. On distingue beaucoup la propriété publique et propriété sociale dans notre bouquin. La propriété publique, c'est l'étatisation, qui ne donne aucun pouvoir aux travailleurs. La propriété sociale, c'est lorsque les travailleurs s'emparent du pouvoir. Le statut... le seul film qu'aucun Français n'a vu de Ken Loach, donnez-moi le seul film que personne n'a vu de Ken Loach. Tout le monde a vu Ken Loach, puisqu'on y met qu'un mouchoir, on adore ça. Mais, le seul film où il n'y a pas besoin d'aller avec son mouchoir de Ken Loach. On l'a pas vu du coup. L'esprit de 45. Où c'est pas des victimes, hein. Voilà, c'est des vainqueurs. Donc on sort de la solidarité avec des victimes, hein, cette façon de renoncer à la révolution, quand on devient solidaire de victimes. Le seul film de Ken Loach qui n'est pas solidaire de victimes, c'est celui qui est à base d'archives, hein, qu'il avait fait. Il a été extrêmement marié de son insuccès, en particulier en France, mais qui était organisé. Il faut voir la critique des Inrocks, du Monde, etc. C'est un film qui montre une classe ouvrière victorieuse. Il faut surtout... non, pleurnichant sur les victimes, mais n'honorons pas les victorieux. Et donc, il montre très bien hein, l'enjeu qu'il y a eu en matière de nationalisation. Est-ce que c'est une étatisation ou une socialisation? C'est une démonstration extrêmement remarquable. Et seul Bevan va réussir à socialiser les questions de santé et de logement, mais en revanche, toute l'énergie et tout ça, ça va être étatisé. Bon, nous avons exactement le même débat en France, évidemment, et les socialistes sont pour l'étatisation, les communistes pour la socialisation. Et Lacoste, donc, fait tout pour étatiser EDF-GDF, c'est-à-dire de donner aucun pouvoir aux travailleurs. Et lorsque Marcel Paul arrive, au sortir de Buchenwald, il arrive en novembre 1945, il va être vidé par Léon Blum dès décembre 1946, hein, il est au gouvernement seulement 1 an. Lui, il va socialiser EDF-GDF. Hein, le statut de juin 1946 donne un réel pouvoir aux travailleurs d'EDF-GDF dans le fonctionnement de l'entreprise. Ensuite, il est vidé donc au bout d'1 an, et qui revient comme ministre de la production industrielle et qui va supprimer tous les pouvoirs des travailleurs dans EDF-GDF, Lacoste évidemment. Hein.
lequel va faire la provocation de la suppression du statut les atteintes au statut des mineurs, hein, en 48, qui va permettre à Jules Mock de faire venir l'armée, etc. Enfin, vous connaissez ce qui se passe comme provoque les socialistes en 48 pour en finir avec la dynamique. Donc, quand on dit qu'il y avait des circonstances exceptionnelles, avec unis tous frères, des communistes au gaullistes avec le CNR, c'est de la blague. D'accord ? Les communistes sont seuls contre tous. Donc, seul contre tous, ça veut dire seul à la CGT. À la CGT, les trotskistes et les socialistes sont en train de constituer FO. Ils se foutent éperdument du régime général. D'accord ? C'est pas leur problème. C'est comment construire FO et comment construire la FEN. Hein, puisque les socialistes et les trotskistes vont quitter la CGT pour l'essentiel en 47, 48, 47 FO et 48 la FEN. Donc les communistes sont seuls contre tous, mais ils sont absolument déterminés. Ils refusent l'État. L'État, ils savent ce que c'est. Ils ont été résistants contre Pétain. Ils savent ce que c'est que l'État. Donc il n'y a surtout pas de l'étatisation, d'accord. La CGT, avant que les socialistes la quittent, se bat pour une sécurité sociale sans État et sans patron. C'est vraiment la revendication centrale de la CGT en août 1945, lorsque se discutent les ordonnances d'octobre. Donc on a des ministres communistes au gouvernement sur des strapontins pour très peu de temps. Ce n'est pas la prise du pouvoir d'État, pas du tout, absolument pas. Il n'y a pas besoin de prendre le pouvoir d'État pour faire des choses durables et fondamentales. Et des militants de la CGT, parce que la CFTC, qui est le syndicat, est contre, hein, il est contre le régime général, totalement contre. Des militants, puisque la Sécu existe, encore une fois, le régime général, il n'est pas de rien. Encore une fois, la Sécu, elle est omniprésente. En 1945. Elle a été créée par les patrons entre 1880 et 1940. La subversion communiste qui va être faite en 1946, ça suppose évidemment des ministres communistes, ça c'est vrai, il en faut. Donc il faut une victoire électorale, mais à condition qu'elle soit le résultat d'une mobilisation populaire. Une victoire électorale et une mobilisation populaire sur le travail. Hein. Là, vous avez des militants communiste de la CGT, il faut le dire, c'est pas parce que je suis au Parti communiste, moi je suis un anti-roussellien acharné, donc je ne suis pas dévot vis-à-vis du Parti communiste, hein, c'est pas ça mon problème. Vous avez des militants communistes qui vont construire des locaux pour le régime général. Nous sommes en pleine fin de la guerre, donc plein de locaux détruits. Il y a un rapport du secrétaire confédéral de la Sécu, Reynaud, en janvier 1947, pour préparer, devant le CCN, donc de la CGT, pour préparer les élections, les premières élections d'avril 1947. Il raconte ce qui s'est passé en 1946. Lisez-le, le rapport, vous savez, ça va vous en finirez avec l'idée circonstances exceptionnelles, CNR, etc. Tout ça, c'est du pipeau, hein, d'accord, où on magnifie un 1945 fantasmé pour nier le 1946 communiste. C'est ça l'enjeu de cette histoire du 1945 fantasmé et des 80 ans de la Sécu qu'on va créer, qu'on va encore se fêter comme des cons l'an prochain, d'accord. Et donc, tout ça, c'est une infamie historique, d'accord, contre laquelle il faut se battre comme des chiens, d'accord, pour restaurer l'histoire populaire. Dès qu'un local était libre, d'accord, et qu'un militant le trouvait et disait ben on va le mettre, aussitôt il était préempté par un ministre ou par une administration dirigée par des socialistes ou par le MRP. Il n'y avait déjà plus de gaullistes, puisque De Gaulle est tellement écœuré d'avoir dû nommer des ministres communistes en 1945 qu'il démissionne dès janvier 1946, et qui va être un adversaire acharné du régime général. Donc ils vont construire des locaux. Les patrons ne donnent aucune liste de salariés. Ils vont faire les listes, d'accord? Ils vont s'imposer dans les boîtes. Les élections d'avril 1947 auront lieu dans les entreprises.
contre le patronat qui essaye de fermer les portes parce qu'il ne veut pas que ce dispositif soit familier. Hein, il faut qu'il soit ailleurs, pas dans les boîtes. Ils vont créer des sections du régime général dans les entreprises de plus de 100 salariés. Voilà, c'est ça. Ils ne vont pas faire des manifs de protestation en pleurnichant. C'est pas ça le truc, d'accord? Ils vont être aux affaires. Quand est-ce que nous nous mettrons aux affaires? C'est ça le point. Quand est-ce que nous considérerons que nous ne sommes pas fiers de gagner notre vie par notre travail, mais que nous sommes fiers de notre travail? C'est ça le point central.